Alors, il s'appelle Georges Gantetti, il est là, on va le découvrir grâce à Arnaud Comte, il va vous poser une question. Voilà 5 ans que Georges s'est lancé dans le graphisme. À 31 ans, il dirige aujourd'hui sa petite entreprise, supervise 2 stagiaires et vit de sa passion. Ça, c'est le modèle Divine pour la collection Chacun son style qu'on verra bientôt sur des sweats et des vêtements. Georges a grandi à Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne. Sa réussite lui a permis d'emménager dans un beau quartier de Saint-Denis. Une nouvelle vie, certes, mais il n'a pas perdu l'habitude des contrôles de police, jusqu'à 3 fois par jour, parfois. Qu'est-ce qui vaut d'être contrôlé comme ça, c'est le look? Je pense que c'est le look social. Bonnet, visage un peu cramé, puis habillé jeune, quoi. Et c'est ce qui attire, à mon avis, les policiers. Est-ce qu'avec tous ces contrôles, vous ne pensez pas que les jeunes prennent ça comme une provocation? Voilà, réponse. La police est le corps social le plus contrôlé. Alors je ne dis pas, monsieur, qu'il n'y a pas de racisme. Dans ce cas, il doit être réprimé avec la plus grande sévérité. J'ai beaucoup fait pour que la police de France ressemble à la diversité de la société française. Regardez nos policiers. Et vous verrez tant de policiers originaires de nos départements et territoires d'outre-mer ou français de la première ou de la deuxième génération. S'il y a la moindre trace de racisme et même de familiarité, je n'accepte pas le tutoiement. Je n'accepte pas les voitures de police avec la fenêtre ouverte et le bras pendant. La police de la République doit être respectueuse. Elle l'est dans la plupart des cas. Chaque fois que j'ai été saisi, monsieur, d'une défaillance de nos policiers ou de nos gendarmes, je l'ai sanctionné avec beaucoup de force parce que je ne l'accepte pas, ça me fait honte. Il n'y a pas un corps social qui est autant contrôlé en la matière. Mais je vous dis une chose, monsieur, ça me fait honte. Alors, tous les cas qui me remontent, qui me sont soumis, je déclenche une enquête générale des services. Et croyez bien qu'il y a une sévérité absolue. Mais je veux que vous sachiez autre chose. Au début de l'année, il y a 5% des policiers savent qu'à la fin de l'année, ils seront à l'hôpital. C'est ça aussi la réalité du travail de la police. Je ne dis pas que tout est parfait. Et je ne nie pas qu'il peut y avoir des débordements. Croyez-le. Mais franchement, pensez aussi à la difficulté du métier de policier. Georges. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Bien sûr. Voilà, c'était en 2004. Je partais, en fait, j'ai ma société, donc j'ai pris la pause déjeuner. Je pars faire les courses dans la supérette à Clichy-sous-Bois, en face de la Forestière. Là, il y a des policiers qui débarquent. Entre-temps, sur le chemin, j'ai rencontré des policiers qui faisaient un contrôle d'identité avec les flashgommes à la main devant des enfants. Je leur ai fait remarquer que ce n'était pas la procédure pour un contrôle d'identité de sortir des flashgommes, parce que dans le 16e, sur Paris ou à Neuilly, les contrôles d'identité ne se passent pas comme ça. Ils m'ont dit pas de problème, je suis parti dans la supérette, des policiers débarquent, me plaquent au sol, je ne résiste pas, je connais un peu la procédure, me ramènent dans le camion, mon frère qui me voit en train de me faire arrêter vient demander ce qui se passe, on le fout dans le camion, et là il y a un des agents qui sort son pistolet et le braque sur sa tempe. En me regardant, il dit voilà, je te mets une balle dans la tête et il ne se passera rien parce que mon père est procureur. On prend du recul, on est âgé, on nous emmène au commissariat, les policiers, les OPJ nous reconnaissent, nous sommes des grands du quartier, on fait un peu la vie sociale du quartier, nous relâchent. Je suis adulte, j'avais 28 ans à l'époque. Aujourd'hui, c'est en 2004, aujourd'hui, vous avez affaire à des mineurs qui se font contrôler, qui connaissent leurs droits parce que les jeunes ne sont pas bêtes, qui se font contrôler. Et parce qu'ils leur disent, vous ne mettez pas vos gants pour me palper, vous n'avez pas le droit de mettre vos mains dans mes poches, on les provoque et ils finissent avec outrage et rébellion au commissariat. C'est normal que les chiffres de la délinquance entre 2004 et 2005 ont augmenté et qu'ensuite, après des grosses émeutes, des mineurs, parce que je sais pas, vous avez quelque chose apparemment contre les mineurs, c'est la chasse, vous parlez que de mineurs, etc. Les mineurs qui eux n'ont pas le recul, ils sont en crise d'identité et ont plein d'autres problèmes avec les parents, se font provoquer par la police. Les policiers qui sont sous-payés, qui se plaignent déjà, on le voit avec les élections qu'il y a eu dernièrement, se plaignent déjà, certains n'ont pas de logement sur Paris, donc viennent avec la tension sur un terrain qui est difficile, dans un quartier difficile, n'ont même pas de rapport avec les acteurs sociaux du quartier, donc ne savent pas qui est le gamin qui ira voler la moto et qui est celui qui va à l'école.
les tensions montent et on arrive avec des situations comme on a pu voir en 2005. Moi, j'ai monté mon entreprise, je sors de chez moi. Symboliquement, j'ai mis mon entreprise à Clichy-sous-Bois, mais entre Clichy-sous-Bois et le client, des fois, je mets 3-4 heures parce que je me fais contrôler tout le temps. Je dis pas que je vais pas dire je suis black, c'est pour ça que je me fais contrôler, c'est que demain ça devient plus grave. C'est carrément un secteur où les habitants sont des présumés coupables. Donc moi ma question, j'ai une autre question. Est-ce que vous en assumez? Est-ce que vous assumez justement les agissements? Vous dites que vous punissez quand vous voyez des policiers quand vous voyez des rapports qui vous sont amenés. Moi, si j'avais voulu porter plainte par exemple pour ce petit incident, il aurait fallu que j'écrive une lettre au ministère de l'Intérieur qui lui ensuite passe ma plainte à l'inspection générale de la police nationale. Est-ce que vous n'avez donc pas déposé plainte, monsieur? J'ai déposé plainte. Parce que le lendemain, je me suis fait encore contrôler. Que j'essaie de comprendre. J'ai été déposé plainte. Cet incident que vous me relatez est très grave. Oui, mais je ne veux pas me baser sur l'incident. Non, mais je veux répondre à votre première question. Avez-vous déposé plainte? Je n'ai pas posé de questions sur l'incident. Moi, j'ai déposé plainte pour harcèlement. Devant des millions de Français, vous racontez votre histoire. Ouais. L'histoire qui arrive tous les jours, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire qui arrive tous les jours. C'est l'histoire que vous me racontez qui est extrêmement choquante. Ouais. Je vous pose une question, avez-vous déposé plainte? Oui, j'ai déposé plainte. Qu'est-il advenu de cette plainte? Nous sommes partis en médiation, laisse-moi parler. Nous sommes partis en médiation, nous avons rencontré cet agent de police devant le médiateur. Le médiateur nous a demandé, parce que j'étais avec mon frère, de nous excuser devant cet agent qui avait porté plainte pour coups et blessures. On a parlé ensuite avec cet agent. Qu'est-ce qu'a donné cette plainte? Ça n'a pas donné suite. Ça n'a pas donné suite. Non, parce que il faut que vous sachiez une chose, je parle devant le président des magistrats. Croyez-moi, quand il y a des plaintes de cette nature, que ce soit l'inspection générale de la police ou le procureur de la République, on donne suite. Non. Si c'était si grave que ce que vous nous avez indiqué, croyez-moi, si vous le souhaitez, je peux relancer la plainte, monsieur. Si vous êtes assuré que ce que vous m'avez dit est la vérité exacte. Allons jusqu'au bout, monsieur. Parce que je ne peux pas laisser non plus 150 000 fonctionnaires de police amalgamés comme ça. C'est grave de dire cela. Pas. Si ça s'est arrivé, si ça s'est passé comme ça... Non, monsieur. Moi, je propose... Non, je n'amalgame rien, monsieur. Ce que vous proposez, c'est de reprendre le dossier. Je vous propose quelque chose. Allons jusqu'au bout de l'enquête. Oui. Et faisons la vérité sur ce qui vous est arrivé. Comme ça, vous allez reprendre confiance dans les institutions de la République. Moi, je saurai exactement ce qui s'est passé et nous dirons aux Français ce qui s'est passé. Il n'y a aucun amalgame, monsieur. Aucun. Vous savez, monsieur, et je n'accepte pas le racisme. Je prends du recul sur cette affaire, mais mettez-vous à la place de jeunes en crise d'identité, en crise d'adolescence, qui subissent ce genre de situation tous les jours et qui n'ont pas la maturité psychologique de faire face à ce genre de reproches. Ceux qui m'ont contrôlé ce jour-là étaient plus jeunes que moi. Je crois qu'on a compris. Ce qui est intéressant, c'est que la proposition est faite de reprendre le dossier. Et puis, il y a un droit de suite et on en parlera. J'ajoute que la crise d'identité ne justifie nullement qu'on insulte la conductrice du bus, ne justifie nullement qu'on mette le feu à un bus qui est payé par l'argent du contribuable, ne justifie nullement qu'on lance des boules de pétanque sur des fonctionnaires qui sont payés 1 500 € par mois, ne justifie nullement qu'on mette le feu à une école, ne justifie nullement qu'on viole la fille du quartier, ne justifie nullement qu'on vive de l'argent de la drogue. Je ne vois pas en quoi la crise d'identité est améliorée par des comportements de ça. J'ajoute que dans les quartiers, la plupart des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Une formation, un emploi, une famille, un avenir. J'en suis parfaitement conscient. C'est bien la raison pour laquelle je propose qu'on fasse davantage pour le jeune qui veut s'en sortir. Mais ne me demandez pas de la faiblesse pour celui qui empoisonne la vie des autres. Je ne demande pas de la faiblesse. Alors, est-ce qu'il y a pas quand même aujourd'hui, je sais que vous détestez qu'on dise les jeunes, mais certains jeunes qui peuvent se sentir touchés par ce qui arrive à d'autres, etc. Vous savez qu'il y a des vedettes qui ont tourné ces derniers mois dans les quartiers, des associations qui se montent et qui appellent les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, mais pas juste à s'inscrire pour les électorales, pour aller voter et surtout pour voter contre vous. Est-ce que vous êtes inquiet d'une espèce de contagion qu'il pourrait y avoir et quand, oui c'est vrai, un ministre dit qu'il faut faire attention à ne pas stigmatiser la jeunesse en général et à avoir l'air de dire que ce sont des délinquants en puissance, vous sentez qu'il y a un petit malaise quand même là avec la jeunesse? Non mais personne ne doit instrumentaliser la jeunesse. Mais enfin comme je vois
que le héros de ce mouvement, M. Joestar, dont j'admets bien volontiers qu'il n'est pas un de mes intimes, vient d'être condamné par un tribunal correctionnel parce qu'il faisait payer ses contraventions par un homonyme. Si c'est ça un exemple qu'on donne aux jeunes, on n'a pas la même notion d'exemplarité, Madame Chabot. Et si c'est cela, les gens qui appellent à voter contre moi, franchement, quand on est aussi bas que de faire payer ses contraventions par un homonyme et de se cacher derrière un autre monsieur qui travaillait et qui recevait toutes ses contraventions au nom de M. Joestar, si c'est ça l'exemple de la jeunesse, bien vous la respectez pas, cette jeunesse. J'ajoute que je n'accepte pas d'entendre à la radio des jeunes ont brûlé un bus. Est-ce qu'on dit des quadragénaires ont braqué une banque? Est-ce qu'on dit un quinquagénaire a violé une femme? Pourquoi dire des jeunes? Des voyous? Des délinquants? Des malfaisants? Je n'accepte pas qu'on parle des jeunes comme ça. Les jeunes n'ont rien à voir avec cela. Les jeunes du quartier nord de Marseille valent mieux que les 7 barbares, je dis les 7 barbares, quel que soit leur âge, qui ont mis le feu à un bus. Et pourquoi les appeler jeunes? Quel est le rapport? Mais Nicolas Sarkozy, vous savez qu'il y en a qui ne sont pas délinquants, mais qui se sont sentis visés ou touchés par le mot racaille. Alors vous pouvez trouver que c'est anormal, mais ils se sont sentis blessés en disant « Moi je suis pas racaille, mais ça a l'air de me viser ». Madame Chabot, d'abord le mot racaille n'a pas dû les toucher, puisque c'est un mot qu'ils emploient tous les jours dans leur vocabulaire. Arrêtez avec cela de vous faire peur. Et non mais écoutez, c'est profondément ridicule. Le mot racaille, c'est un mot de tous les jours dans les banlieues. Mais je ne vous en fais pas le reproche, j'y vais plus souvent que bien d'autres qui parlent des quartiers, puisque j'ai fait 49 déplacements. Deuxièmement, le mot racaille, le fameux mot racaille, a été employé par une dame maghrébine de la fenêtre d'un appartement d'Argenteuil où je me trouvais, en me disant « Monsieur Sarkozy, débarrassez-nous de cette racaille, on n'en peut plus ». Et je lui ai répondu « Oui, on va vous débarrasser de cette racaille. Allons, il n'y a aucun amalgame. Un amalgame mis à l'endroit. » Il n'y a pas d'amalgame, il faut que vous le disiez ce soir, il n'y a pas d'amalgame. Voilà. Tout le monde en soit persuadé. Si vous voulez, voilà, il n'y a pas d'amalgame. Allez, il n'y a pas d'amalgame. Bon, enfin écoutez, on ne va pas faire la campagne présidentielle sur cette question de racaille, qui est c'est important pour vous maintenant, justement. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Oui, je sens que vous avez bien. Je trouve que le mot était bien généreux, compte tenu de ce que je pense, de ceux qui se comportent comme ils se sont comportés à l'endroit de Mama Galédaou ou de Sherazade, à qui j'étais très heureux de remettre son décret de naturalisation. Cette petite Sherazade, remarquable de courage, brûlée sur 65% de son corps, parce qu'un individu pakistanais n'a pas accepté qu'elle se refuse à lui. Alors je voudrais dire une chose de très importante pour moi. Je respecte toutes les cultures, mais pas au prix de la négation des valeurs de la République. Alors dans la République française, les femmes sont libres. Elles choisissent de se marier avec qui elles veulent. Je n'accepte pas la polygamie. Nous n'acceptons pas l'excision, et ceux qui ne veulent pas, au nom de leur culture d'origine, respecter ces règles ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française. Vous pourriez, président de la République, faire voter vous aussi très vite une loi pour protéger les femmes contre les violences? Non mais mieux que ça, j'ai fait voter une loi qui fait qu'une femme étrangère qui veut divorcer, qui aujourd'hui ne le pouvait pas, parce que le visa était la propriété de son mari, puisse divorcer, et nous nous sommes engagés à lui donner un visa parce que les femmes doivent être libres et qu'on n'a pas accepté ce qu'on voit parfois dans certains quartiers. Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, choisir le fiancé ou le mari qu'elles veulent. Nous sommes en 2006 sur le territoire de la République française. Alors parfois on me dit oui mais il faut comprendre les cultures. Ben non, écoutez, si on veut vivre avec sa culture, on ne vient pas sur le territoire de la République française. Dans la République française, un homme ou une femme, c'est l'égalité, il n'y a pas d'excision, on ne tient pas les filles enfermées à la maison, on ne frappe pas sa sœur ou sa fille parce qu'elle voit quelqu'un qui est d'une autre religion, d'une autre couleur, je ne l'accepte pas. La République, c'est ça. Et si on veut se présenter avec un voile au guichet, quand on est fonctionnaire, eh bien on va dans un autre pays que la France. La France, ce sont des valeurs républicaines. Eh bien ces valeurs républicaines, on les respecte. Voilà ce que je tenais à dire, et c'est bien pour vous dire que je ne fais aucun amalgame d'aucune sorte. Alors, second